Donc, merci encore une fois, Marilyn. On enchaîne avec une autre capsule vidéo avec toi. Donc, après avoir vu les fondements en lien avec l'apprentissage, l'enseignement des mathématiques, on continue dans le fond avec les interventions, puis le matériel de manipulation aussi. Puis, je vais juste revenir un petit peu dans les fondements rapidement. Il y avait d'intervenir ou d'utiliser différentes intentions en résolution de problèmes. Je vais passer rapidement parce que, dans le fond, ici, une des premières intentions pourrait être d'apprendre la mathématique par la résolution de problèmes. Dans ce cas-là, ce qu'on doit faire, c'est choisir a priori puis analyser les situations de problème qu'on va choisir et qu'on va faire aux élèves. Mais le but de cette résolution de problème-là est de faire apprendre les concepts et les différents processus mathématiques. Donc, les élèves ne les connaissent pas nécessairement d'avance et on va les développer par la résolution de problèmes. Ça commence à être utilisé. Il y a du matériel qui est fait un peu dans ce sens-là, mais ce n'est pas encore très répandu. L'intention qui est la plus utilisée, c'est apprendre la mathématique pour résoudre des problèmes. Donc, probablement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est qu'on va aller donner une situation de problème, on va l'utiliser pour voir si nos élèves sont en mesure de mobiliser et d'appliquer les concepts avec lesquels on a travaillé avant. Et c'est souvent cette façon-là qu'on va utiliser et on va évaluer nos élèves de cette façon-là. Par contre, il y a d'autres façons de les évaluer. Puis, on peut le faire en prenant des traces dans la première intention, qui est d'apprendre la mathématique par résolution de problèmes. Puis, la dernière intention, c'est de résoudre des problèmes pour apprendre à résoudre des problèmes, ce qui veut dire développer des stratégies cognitives et métacognitives sur comment on arrive à résoudre des problèmes. Et cette façon-là est souvent commence à être un peu plus utilisée, mais c'est encore une autre intention qu'il faut aller valider. Donc, dans nos fondements, là, pas oublier de varier nos intentions d'utiliser la résolution de problèmes. Pour faire ça, puis pour nous aider, dans le fond, ça m'amène aux interventions efficaces. Pour nos interventions efficaces, vous allez voir, c'est très global, mais l'idée, c'est de partir de là et de mettre votre couleur à vous comme enseignant, mais d'utiliser ce qui va être le plus payant pour vos élèves. Donc, le premier, c'est un environnement de classe qui est riche en numératie, donc avec des activités qui sont plus axé sur la mathématique, qu'on ait beaucoup de matériel de manipulation. On peut avoir aussi des albums qui vont parler de mathématiques et aussi quand on a un environnement dans lequel on crée des routines quotidiennes. Je pense entre autres au nombre du jour qui est souvent utilisé, les causeries mathématiques. Donc, d'avoir dans notre classe vraiment un environnement mathématique intéressant et pas juste un cahier d'activités, puis on fait des mathématiques, puis ça arrête là. Il faut rendre ça le plus concret et que les élèves aient le goût de s'engager dans les tâches. Les causeries mathématiques, je ne vous en parle pas tant que ça ici, mais dans le fond, c'est un temps où on propose une situation, problème en images aux élèves et on va leur demander de réfléchir, mais j'ai une petite vidéo qui suit dans laquelle on va avoir un exemple de causerie mathématique. Les centres d'activité mathématiques, c'est un peu des centres d'activité où les élèves peuvent aller soit dans une période où vous dites aujourd'hui on travaille avec nos centres d'activité et les élèves vont aller revoir les concepts, les processus et les travailler et on va travailler dans les centres mathématiques aussi la flexibilité et on va leur demander de faire plusieurs activités. Ils pourraient avoir dans vos centres mathématiques un atelier avec NetMath, ils pourraient avoir un atelier de manipulation, il pourrait y avoir un atelier de résolution de problèmes. Puis, il y en existe de toutes les façons. Il y en a qui ont parlé en lecture, c'est les 5 au quotidien. En mathématiques, on a parlé des 3 au quotidien ou peu importe, qui peuvent faire partie un peu de vos centres d'activité mathématiques. Bien sûr, si on veut comprendre ce qui se passe avec nos élèves, il faut avoir à l'occasion des entretiens individuels. Là, vous allez me dire avec 20 élèves, est-ce que c'est faisable? Bien sûr.
quand ils sont en centre d'activité mathématique. Vous pouvez vous déplacer ou pendant que les élèves ils font des choses de façon autonome, vous pouvez prendre ce temps-là pour justement créer vos entretiens individuels. Puis finalement, avoir un système d'évaluation qui n'est pas seulement pour mettre une note, mais un système d'évaluation qui est en aide à l'apprentissage. Donc là, vous pouvez prendre des notes et faire progresser vos élèves par la rétroaction, en écoutant comment ils ont résolu un problème ou comment ils ont compris un concept. Et ces traces-là vont vous permettre ils ne mettront pas une note, mais ils vont permettre de faire avancer les élèves et vous, comme enseignante, de vous réguler, de réguler votre enseignement face à « Oh, je pensais que tout le monde avait compris, mais ce n'est pas le cas, donc je peux revoir ma façon d'enseigner. » Donc, quand on fait tout ça, ça va bien. Alors, les causeries mathématiques, ce que je vous disais, c'est une petite discussion de groupe de 5 à 15 minutes autour d'un problème de calcul mental ou autre qui est choisi par l'enseignant. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo. J'espère que le son va fonctionner. Ce matin, on va faire des devinettes, mais des devinettes mathématiques. Okay? Pour faire les devinettes mathématiques, il va falloir que tu sois bien en silence. Et on va faire ça différemment que d'habitude. D'habitude, quand tu connais la réponse, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves ta main. Hein? Okay. Ce matin, on va faire un petit peu différemment. Tu vas prendre ton poing comme ça, fermé, puis tu vas le mettre ici sur ton épaule. Okay? Ça veut dire, Caroline, je réfléchis quand tu vas chercher la réponse à ma devinette. Quand tu vas avoir trouvé une réponse, boum, tu lèves ton petit pouce. Ça veut dire j'ai trouvé une réponse. Parfois, il va y avoir plus qu'une réponse. Donc là, si tu en trouves une deuxième, on lève un autre doigt. Puis si tu en trouves une troisième, on lève un autre doigt. Donc ça, moi, en vous regardant, je vais savoir tout de suite ceux qui réfléchissent, ceux qui ont trouvé une réponse, ceux qui en ont trouvé deux, puis ceux qui en ont trouvé trois. Tu vois des images au tableau? Oui. Lequel n'appartient pas aux autres, n'est pas comme les autres, et pourquoi? Il faut que tu m'expliques pourquoi il n'est pas comme les autres. Bien, ta main, tu as juste besoin de me mettre ton poing comme ça sur ton épaule. OK. Je vais aller voir une amie. Tiens, toi. Lequel tu trouves qui ne va pas avec les autres? OK. Donc, ce que tu me dis, c'est que ceux-là, c'est tous des trucs qu'on peut manger. Puis le ballon, ben là, si on mange pas ça. OK. Je suis d'accord avec toi. C'est pas rapport avec... Parfait. C'est une très bonne raison. Est-ce qu'il y en a d'autres amis? Je vais regarder les points sur votre épaule qui ont trouvé d'autres réponses. Émeric. Les autres sont toutes de chocolat, puis lui, il n'est pas avec du chocolat. Donc, tu me dis, le beigne, il ne va pas avec les autres parce que c'est le seul qui n'est pas au chocolat. Oui. Parfait, j'aime ça. Excellent. C'est une autre bonne réponse. Il y en a d'autres bonnes réponses. Il est dur. OK, c'est vrai. Un ballon de basket, quand on pèse dessus, c'est dur. Alors que les trois autres? Font des affaires à manger. Oui, puis ils sont mous, hein? Ouais, Si je pèse dessus, mes doigts vont renfoncer dedans. Hey, c'est bon, ça, j'avais pas pensé à celle-là. OK, parfait. Voilà. Donc là, ici, c'était un contexte où c'était peut-être, ben, oui, il y a un aspect mathématique, là, on est plus avec les formes, mais juste de faire réfléchir les élèves. Puis l'idée, il y en existe plein, vous pouvez retrouver différents causeries mathématiques ou des images sur plusieurs sites là, qui peuvent être fort intéressants. Je pourrais vous partager le lien aussi, là, mais il y a aussi l'équivalent. Là, on voyait, c'est un exemple en deuxième année, mais on peut aller aussi plus loin selon le niveau aussi. Là. Donc, je partagerai aussi un lien là, qui permet, c'est souvent ça, là, il y a comme quatre images ou quatre mots, puis là, il faut trouver lequel ne correspond pas et selon la justification, les quatre pourraient ne pas correspondre selon l'argument qu'on peut trouver là. Donc, c'est assez intéressant. Merci. Puis on revient, hein, on dit on veut faire réfléchir, on veut faire raisonner, on veut que les élèves communiquent. On peut travailler du vocabulaire là, à ce moment-là avec nos élèves. C'est une belle activité. Puis on vous donne encore plus de détails aussi, encore une fois, dans le référentiel d'intervention en mathématiques. La dernière petite partie de ma capsule, c'est le matériel de manipulation. Ce que je disais tout à l'heure, hein, ça va permettre aux élèves de transformer des idées des fois abstraites en idées plus concrètes.
Par contre, comme enseignant, bien, il faut planifier puis modeler l'utilisation du matériel parce que si on fait juste déposer du matériel là, peut-être que les élèves ne sauront pas nécessairement quoi faire, comment, puis pourquoi et comment l'utiliser. Donc, c'est important de faire des exercices avec eux, leur montrer, puis exploiter différents types de matériel de manipulation pour nous aider. Donc, pour cette partie-là, je suis allée rechercher sur le site de la Commission scolaire de Montréal. Ils ont un tableau, en fait, en mathématiques où on vous présente une panoplie de matériel de manipulation. Il y en a encore plus que ce que je vais vous présenter. Et il y a une conseillère pédagogique de cette commission, de ce centre de service-là, pardon, qui a répertorié un peu ce matériel de manipulation-là peut servir dans tel ou tel contexte. Par contre, toujours en fonction de vos intentions pédagogiques, bien, il n'y a rien qui vous empêche de créer d'autres façons de le faire, mais il y a souvent des façons qui sont payantes d'aller travailler le matériel de manipulation. Fait que moi, j'ai choisi 10 différents outils de manipulation. Ceux que je trouve les plus payants puis qu'on peut utiliser dans différents contextes, mais avec de la maternelle à la 6e année, même au secondaire, mais au secondaire, on utilise souvent un peu moins. Donc, voilà mes trouvailles. Donc, d'emblée, on veut faire compter, manipuler les élèves les jetons. Ici, c'est des jetons de différentes couleurs. Il existe aussi des jetons bicolores qui sont de 2 couleurs qui peuvent être intéressants, dépendamment qu'est-ce qu'on veut travailler. Donc, comme vous voyez, on vous parle des niveaux qui peuvent être, où on peut utiliser ce matériel-là, dans quel champ mathématique, la mesure, les probabilités, l'arithmétique, et on vous donne des utilisations possibles. Donc, pour dénombrer, faire des groupes, construire des collections, comparer des collections, faire des approximations, travailler les fractions d'une collection. Là, vous voyez, là, je ne veux pas tout lire, vous le voyez bien. Je vais juste... bon, c'est ce que je voulais vous dire. J'essayais quelque chose, mais ça, je ne vais pas aller là tout de suite. Dans le même ordre d'idée, il y a les cubes emboîtables. Donc, ces cubes-là sont intéressants parce qu'ils peuvent être tout seuls. On peut les grouper, on peut les retrancher ou les retravailler de différentes façons. Donc, d'en avoir, encore une fois, ça peut être juste pour dénombrer, ça peut être pour compter. Il y a différentes façons de les utiliser, mais d'en avoir beaucoup pour que les élèves puissent travailler. Puis vous voyez, on peut travailler dans plusieurs champs mathématiques, là. Autant l'arithmétique, la mesure, la géométrie que les statistiques. Donc, encore une fois, plus vous avez ce matériel-là disponible pour les élèves puis qu'il y en a en grande quantité, c'est tout le temps payant. Les dominos, les cartes à points ou des cartes, encore une fois, c'est visuellement, on a des représentations qui sont différentes. On peut, c'est facile pour les élèves, ça fait longtemps qu'ils voient ça. On peut travailler un paquet de choses. On pourrait travailler, on voit plus ici en arithmétique, là, on est allé avec des opérations, mais moi j'ai vu quelqu'un qui travaillait des fractions en prenant le domino sur la hauteur. Puis là, admettons, j'ai 2 en haut et 6, donc c'est 2 sixièmes. On peut travailler à représenter des fractions différemment. Comme je vous dis, on a des utilisations possibles qui sont nommées, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres et qu'on ne peut pas développer d'autres façons de travailler. Entre autres, par rapport, sens du nombre, mais aux fractions, on prenait des dominos, puis on demandait aux élèves de les classer en ordre croissant-décroissant selon les fractions qui étaient inscrites. Puis là, on pouvait travailler avec eux, puis les représentations. Mais il y en existe plein d'autres façons. Vous pourriez faire calculer chacun des deux côtés. Là, on est dans les opérations sur les nombres. Donc, ce matériel-là, c'est facilement disponible, puis l'idée, c'est d'en avoir en différents formats pour que nos élèves puissent manipuler, utiliser et varier les représentations. Les cadres à 10 cases ou les cadres de numération de 10, il y a d'autres versions qui existent. Et là, est-ce que je vais être capable?
Je vais essayer de vous montrer une autre version. Est-ce que vous le voyez en haut? Oui, OK, parfait. Donc là, c'était mes jetons bicolores, mais les cadres radicales, il existe aussi des petites cartes qui pourraient ressembler comme ça, où là, on peut faire travailler les élèves, où il y en a soit 4, là, je vous en montre différents. Là, ici, moi, les nombres sont inscrits, mais on pourrait avoir juste une bande avec pas de nombre d'inscrits du tout pour aller retravailler. Il y a des cadres comme ceux que vous voyez dans le diaporama. Là, celui-là, on peut les déposer, puis ils ne bougeront pas. Là. Il faut vraiment les enfoncer, les ressortir. Mais il en existe, vous pouvez vous en faire sur une feuille et on peut travailler très tôt, beaucoup au premier cycle et au préscolaire à développer toutes dans le fond, de construire, vous voyez, là, comparer des collections de 5, de 10, les compléments. Encore une fois, on peut aller travailler les fractions, mais là, on va se rendre jusqu'à 10. Il y a un paquet d'activités qui peuvent être faites, mais les cadres radicaux, c'est super intéressant. Donc, je suis content que tu prennes le temps de le montrer, Marie-Laine, parce que j'en avais pas avec moi. On en a parlé on a vu, il y a certains auteurs qui appellent comme des boîtes de 10. C'est exactement la même chose. Puis, donc, c'est bien que les étudiants puissent le voir parce qu'on en a parlé sans pouvoir le voir ou les manipuler. Là. Puis, il en existe d'autres formats, là, mais c'est super intéressant. Puis, les élèves, ils arrivent facilement à nous démontrer, mais on pourrait utiliser, comme je vous dis, juste un tableau qu'on s'est fait à 10 cartes avec nos jetons bicolores, nos jetons. On vient réexploiter, dans le fond, cet outil-là qui est intéressant. Si je continue... voilà. Là, je n'ai pas d'exemple, mais des droites numériques, vous en avez sûrement vu de différents formats, des fois numérotés, des fois sans numéro. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, je me souviens avoir fait à peu près mon primaire en travaillant beaucoup, beaucoup sur des droites numériques, en me déplaçant avec les crayons de plein de façons. C'est super intéressant à utiliser, à exploiter, puis ça coûte à peu près rien. C'est un peu de papier. On peut les refaire, il peut y en avoir de plastifié. Puis on peut aller travailler, vous voyez, lire et écrire des nombres, des fractions, situer des nombres, situer des fractions, bien sûr, les ordonner. Aussi, j'ai une collègue qui travaille l'heure sur une droite numérique. Donc, elle fait les bons. Il y a plein de façons, dépendamment de l'intention que vous allez donner, c'est de voir quel matériel va être le plus efficace pour ce que je veux faire travailler. Si je continue, les abacs. Là, j'en ai un modèle ici, mais ça aussi, il en existe plein d'autres modèles. Mais on est vraiment, c'est intéressant pour justement quand on bien comprendre là, les échanges, ou pas les échanges, mais quand il y a pour chacune des positions, là, les unités, les dizaines, on ne peut pas en mettre plus que 10. Donc, le changement doit se faire automatiquement ici là, sur ces abacs-là. Donc, encore une fois, plein de choses qu'on peut aller travailler, mais ça dépend toujours de votre intention. Là, on dit 3e cycle dans le cas-là. Moi, je pense que ça peut être avant ça. Là. Comme je vous dis, ça, c'est une recension qui a été faite. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement ça, puis seulement pour ce niveau-là. Là. C'est la façon dont eux, ils l'exploitaient dans ce centre de service-là. Fait que vous voyez là, des exemples, effectuer des opérations, explorer et travailler les valeurs de position, travailler le vocabulaire lié au nombre. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. Ça, c'est un des outils que j'aime le plus, les réglettes cuisonnaires. On peut faire plein de choses. Là, les petites réglettes qui sont en haut ici, que vous avez peut-être vues. On peut partir au départ par une activité de manipulation. Juste on joue, on fait des dessins, on crée des fleurs, on fait plein de choses pour tranquillement amener ça vers une activité plus mathématique. Moi, on l'utilise souvent avec les fractions pour retrouver un tout ou la partie d'un tout à partir des réglettes. Donc, si ma réglette, par exemple, la réglette bleue est mon tout, laquelle va représenter, je ne vais pas prendre la bleue, ça va être trop compliqué, je vais dire la brune. Alors, la réglette brune qui équivaut qui est 8 dans le fond, si je demandais un quart de la réglette brune, ça correspond à quelle autre réglette? Là, on irait trouver la réglette rouge ou la deuxième, dans le fond, qui va être le 1/4 parce que je le sépare en 4.
Donc, on peut travailler aussi les structures additives avec les réglettes cuisonnaires, puis plein d'autres choses, encore une fois, beaucoup en arithmétique, mais en mesure aussi pour aller travailler les longueurs, le volume, la surface, plein de choses. Mais c'est un beau matériel, puis ça, il y en a dans presque toutes les écoles, mais beaucoup de matériel super intéressant à utiliser. Un peu dans le même ordre, un autre matériel que j'aime beaucoup, moi, les blocs mosaïques, pour plein de choses. On peut faire du tri avec les petits, qui n'est pas marqué là pour le préscolaire, mais ça pourrait être ça. Ça peut être aussi travailler encore une fois les fractions à l'aide des blocs mosaïques. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais je me suis fait des petites représentations. Là, je vous montre. Si, admettons, je dis voici mon tout et que je demande, par exemple, le losange ici va représenter quelle fraction de cette forme-là. L'élève vont pouvoir placer, dans le fond, les losanges. Là, je m'excuse, je fais un peu de manipulation. Alors, un losange, comme il y en a 3, un losange représente 1/3 de ma forme jaune. On peut travailler de différentes façons. Là, après ça, je pourrais demander un autre élément. Mon triangle vert représente quelle fraction par rapport à ce tout-là. Ici, ça serait 1/6. Par contre, si je change de matériel et je prends le trapèze ici, bien, à ce moment-là, le triangle vert devient le 1/3. Donc, c'est une façon qu'on peut utiliser les blocs mosaïques. J'ai fait ça rapidement, mais c'est une façon que ça peut être utilisé. Puis, de bien d'autres façons pour travailler les dallages, les frises, créer des... il y a un paquet de façons d'aller travailler les blocs mosaïques. Les blocs logiques, encore une autre sorte de bloc où on peut faire du tri, faire des classements, travailler les diagrammes, qu'est-ce qui est pareil, pas pareil, un paquet de choses. Bien sûr, travailler les figures, les frises et les dallages. C'est encore du matériel intéressant parce qu'il y a plusieurs grandeurs, plusieurs épaisseurs des différentes formes, puis on peut faire travailler les élèves pendant longtemps avec tout ça. Donc, un autre matériel que je vous suggère dans vos classes. Bien, les géoplans, ça aussi, on peut travailler sur plein de choses. Donc, dans le fond, les géoplans, c'est un peu comme un papier quadrillé, mais avec des petits clous. Ici, vous avez les élastiques. Là, bien sûr, on peut travailler en géométrie les figures planes, mais on pourrait travailler bien d'autres choses pour nos... j'allais dire, des mesures aussi. Puis vous pourriez amener, c'est beaucoup en géométrie, mais on peut travailler aussi le sens on voit les fractions, là, mais je pensais aussi au sens de la division là, pour séparer de différentes façons. On pourrait travailler ici ces éléments-là. Ce sont des petits élastiques, dans le fond, là, qu'on vient placer là, sur les petits piliers, ou je ne sais pas trop. Là, ouais. Pour former soit des formes ou des séparations. Donc, le géoplan peut servir à encore différentes choses. Comme je vous dis, il y en existe encore une panoplie de matériel de manipulation. Moi, je vous ai sorti ceux que je vous dirais les essentiels. Là. Si vous avez ça, un jeu de cartes, puis vous avez vu, je n'ai pas nécessairement montré le matériel en base 10, qui est intéressant, mais des fois, on est mieux de manipuler davantage, puis éventuellement aller vers... Mais ça aussi, ça peut être très intéressant. Puis comme je vous dis, il y en existe encore beaucoup plus. J'ai pris les plus... Moi, ce que je trouvais les plus essentiels, mais allez voir sur le site, il y en a encore beaucoup d'autres. Donc, j'espère que, voici, c'est l'endroit où j'ai pris les différents tableaux, mais il y en a encore d'autres et les références de cette présentation. J'espère que ça va vous aider et que vous allez avoir le goût d'enseigner les mathématiques à vos élèves. Merci beaucoup, Marilyn. On te remercie vraiment de ta générosité, de toutes tes idées que tu nous partages. C'est super. Puis, donc, je vous invite de votre côté à m'écrire ce que vous retenez de cette capsule. Puis, j'ai bien hâte d'en discuter avec vous à la prochaine séance de classe virtuelle. Merci beaucoup, Marilyn. Merci, ça fait plaisir.